Mon invité pour ce soir, le député de Papineau, M. Alexandre Racah. M. Racah, bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans le fond, l'émission de ce soir est un bilan de l'année 2014. Vous avez été élu en avril, donc ça fait grosso modo 8 mois à peu près. Est-ce que vous êtes satisfait de ces premiers 8 mois? Absolument. C'était un 8 mois très intense, très occupé. On le savait. On savait qu'on avait des décisions difficiles à prendre. Alors, c'est un 8 mois, là, je vous dirais, très, très chargé. Période d'austérité, je dois commencer avec ça. Vous voulez atteindre, le gouvernement veut atteindre le déficit zéro. Oui. On voit des coupures, des remaniements un peu partout dans plusieurs sujets qu'on va aborder ce soir. Les gens accusent le gouvernement peut-être d'avoir été un petit peu trop raide, si vous me permettez l'expression. Vous êtes dans le gouvernement, comment vous voyez le tout? Bien, c'est normal, hein? Il y a des décisions qu'on a prises dernièrement qui bousculent et c'est tout à fait normal. Puis je vous dirais, vous avez mentionné, on va atteindre le déficit zéro. On veut plus que ça. On veut plus qu'atteindre le déficit zéro. On va l'atteindre, le déficit zéro. Vous savez, depuis les 7 dernières années, aucun gouvernement, autant les libéraux que le Parti québécois, n'a remis des déficits zéro, toujours avec des dettes d'année en année, ce qui fait que présentement, on a une dette au Québec de 260 milliards de dollars. Alors, on veut plus que remettre un déficit zéro, on veut commencer à payer la dette du Québec pour ne pas léguer une hypothèque à nos enfants. Si on ne le fait pas, là, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Puis on aurait pu effectivement manquer de courage et surfer sur notre élection pendant 4 ans pour s'assurer d'être réélu très facilement dans 4 ans et pelleter par en avant, remettre des budgets déficitaires comme les autres gouvernements ont fait. On pense que les Québécois nous ont donné, nous ont dit, ça suffit. Nous devons agir différemment, gouverner différemment. On veut le plus possible ne pas toucher aux jeunes familles, à la classe moyenne. On veut couper dans la bureaucratie, dans la structure et relancer l'économie. Vous dites que vous ne voulez pas toucher justement aux jeunes familles, à la classe moyenne. Il y a une manifestation il y a quelques semaines à Montréal où on retrouvait justement plusieurs jeunes familles pour les garderies, des étudiants. Il y avait des gens, des cols bleus, des cols blancs. Oui. Comment vous voyez cette manifestation-là? Bien, écoutez, souvent, il y a les syndicats qui organisent les manifestations, puis c'est correct, c'est de bonne guerre, qui ont beaucoup d'argent à même la cotisation des travailleurs. Alors, je vous dirais que ce que moi j'entends sur le terrain, la majorité peut-être un peu plus silencieuse, nous dit il commence à être temps qu'on fasse le ménage au Québec dans nos structures. Il y a des programmes qui sont financés d'année en année. On ne sait pas où va l'argent exactement. On ne sait pas combien d'employés il y a. Alors, il faut commencer à regarder ce que l'on dépense. Et c'est comme une famille, hein? Une famille qui a un revenu de 50 ou 70 000 par année. Bien, si elle dépense 100 000 par année, elle va être endettée de 30 000 par année, à chaque année. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde présentement nos dépenses. On va s'assurer qu'on ne dépense pas plus que nos revenus. Et on va s'organiser en 2015. On va mettre beaucoup d'emphase et d'énergie là-dedans pour relancer l'économie, créer des emplois, que les gens travaillent et qu'ils puissent avoir une bonne qualité de vie et surtout ne pas léguer à nos enfants une hypothèque et une dette. Un sujet qui a fait la manchette au courant des 8 derniers mois, le projet de loi 3 de votre collègue, M. Moreau. C'est officiel, il était passé, il a été adopté. Et là, les maires se sont fait un tir groupé, si je peux dire, contre votre collègue, qui a plusieurs villes, pour expliquer rapidement, veulent peut-être augmenter les taxes pour être capable d'assoupir la coupe qu'il y a eu. Bon, je l'ai eu. La coupe qu'il y a eu pour le budget des villes. Donc, vous voyez ça comment? Parce que même le maire de Gatineau s'en est mêlé de façon quand même assez virulente. Hein. Oui, bien écoutez, c'est sûr que ça cause des frictions. Mais là, il faut savoir que si vous me parlez des régimes de retraite, c'est les municipalités qui ont demandé ça au gouvernement de dire aidez-nous à faire quelque chose parce que c'est plus gérable. On est endetté d'année en année. Alors, on a adopté un projet de loi. Même que le Parti québécois n'a pas bloqué, alors il nous a permis de le passer, la CAQ a voté avec nous. Et c'est un projet de loi, dans le fond, qui assure la pérennité des régimes de retraite pour les plus jeunes. Alors, ce que ça change présentement pour certains employés, ça fait une différence par paye, peut-être de 50, 60 $ par paye, mais ça fait en sorte que les gens vont pouvoir garder leur fonds de pension et surtout les plus jeunes vont pouvoir en bénéficier. Vous savez, il y a 50 des gens au Québec qui n'ont aucun fonds de pension. Alors, ces gens-là, ils cotisent, ils payent, effectivement, ont droit à un fonds de pension,
mais il faut s'assurer que ça soit majoré et ajusté pour que ça soit équitable pour tout le monde. OK, là, je pense que j'ai mêlé vraiment deux dossiers. On a le projet de loi 3, le projet des régimes de retraite. Oui. Vous dites que c'est les municipalités qui ont demandé un coup de main. Oui. Pourquoi les employés sortent dans la rue justement pour manifester contre ça? Bien, alors, eux, c'est certain qu'il y a une partie, puis le syndicat, comme je vous ai parlé tantôt, est très fort et a beaucoup d'argent. Donc, il y a des manifestations qui sont organisées pour manifester leur désaccord. Puis ça, c'est correct, là, ça fait partie du régime démocratique, puis il faut en tenir compte. Alors, ce qu'on a mis, on a déposé un projet de loi, on a fait quelques amendements pour assouplir, pour permettre aux municipalités de bien négocier avec leurs employés pour en venir à une entente. Donc, il y a plusieurs municipalités qui vont négocier là, dans les prochaines semaines pour négocier les conventions collectives, mais surtout aussi pour s'assurer que la pérennité des régimes de retraite pour que les gens qui prennent leur retraite puissent être payés et que les nouveaux employés, les jeunes qui arrivent, puissent bénéficier également d'un régime de retraite. L'autre sujet que j'ai entremêlé, malheureusement, les villes ont dû couper. Ici, à Gatineau, c'est 6 points quelque chose millions dans leur budget. Certaines villes, comme je l'ai mentionné, avaient dans l'idée d'augmenter plus les taxes pour être capable d'assoupir un peu cette coupure-là. Le maire de Gatineau a été assez virulent dans ses propos envers votre collègue. Vous voyez ça comment? Bien, écoutez, moi, ce que je vous dis, là, c'est que, par exemple, pour la ville de Gatineau, là, il y a une coupure de 1 1 Alors, nous, on fait le ménage dans notre structure. Tous les ministères sont affectés. On a aboli les directions régionales en éducation. Il y a on a gelé les embauches, on a gelé les bonis. Et ça, c'est très important. Il y a un projet de loi qui a été déposé par mon collègue Martin Coiteux pour geler les bonis, pour qu'il n'y ait plus de bonis aux dirigeants. Il y a des choses épouvantables qui se passaient dans les années passées. C'est qu'il y a des hauts dirigeants à gros salaire. En plus d'avoir un gros salaire, c'est qu'à la fin de l'année, ils recevaient un gros boni. Alors, on trouve que ça n'a pas d'allure. On a déposé un projet de loi pour arrêter ça. Alors, nous, on fait le ménage dans nos ministères. On demande aux municipalités, pouvez-vous regarder vos structures également? Est-ce qu'il y a trop de cadres? Est-ce qu'il y a des programmes il y a trop d'investissements dans certains programmes? La Ville de Gatineau perd de 1 au niveau des subventions. On pense que la Ville de Gatineau peut faire un effort. On pense que les autres municipalités, la majorité des municipalités sont d'accord avec ce qui a été proposé par le gouvernement et le ministre Moreau. Il y a quelques municipalités qui sont servies de ça, malheureusement, pour augmenter les taxes municipales. Et ça, il ne faut pas faire ça. Nous, on n'augmentera pas les impôts et on va faire en sorte qu'on fasse le ménage dans nos affaires et qu'on offre un bon service. On pense que les municipalités peuvent faire ça. Puis la majorité des municipalités nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça. C'est les plus grandes villes, les plus grandes municipalités, je peux dire Québec, Gatineau, Montréal, qui ont sorti en tir groupé. Est-ce qu'il va pouvoir avoir une ouverture d'esprit de votre côté? Est-ce que le dialogue est encore là ou c'est vraiment, il y a des réprimandes qui vont être prises? Bien là, on parle non. Québec, Montréal sont d'accord avec nous. Ces deux villes-là, c'est Longueuil et je ne me souviens plus de l'autre municipalité qui ont augmenté les taxes. Ce n'est pas le cas de Gatineau, là. Non, Gatineau n'est pas là-dedans, mais peu importe, dans le fond, les municipalités qui ont sorti en tir groupé, même Gatineau n'a pas pris l'avance d'augmenter ses taxes, mais n'était pas d'accord avec les actions. Donc, est-ce qu'il va y avoir réprimande, justement? On va voir la suite des choses pour les municipalités à proximité de Montréal, là. Mais on va continuer à se parler, on va continuer à avoir des discussions. Les canaux sont ouverts. Les canaux sont toujours ouverts, mais on ne veut pas que les municipalités se servent de ça pour augmenter le fardeau fiscal. La classe moyenne est déjà assez imposée et on va crier haut et fort lorsque ça va arriver. On change complètement de sujet, on s'en va en santé présentement. Le projet de loi de M. Barrette, si on fait un petit retour en arrière, plusieurs régions éloignées craignent d'être oubliées, craignent de ne plus avoir les services décents pour leur population. On parlait de l'urgence de Saint-André-Avelin. On est quand même, Papineau a quand même des régions éloignées. Oui. Comment vous voyez le projet de M. Barrette? Alors, c'est important d'en parler parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans ce dossier-là. Le projet du Dr Barrette veut faire en sorte qu'encore une fois, on simplifie la structure, la bureaucratie. Au lieu d'avoir 10 organismes qui s'occupent de gérer l'administration, la paperasse, il va en avoir juste un pour la région de l'Outaouais. Mais les points de service, l'argent qu'on va économiser va être remis dans les points de service en partie. Et au contraire, il va y avoir plus de services dans les municipalités en région.
Le CLSC de Saint-André-Avelin, on travaille justement pour qu'il soit ouvert 7 jours par semaine et je vous le dis, on va y arriver. On va y arriver. Il y a des médecins qui s'en vont là. J'ai parlé au directeur Pierre Gagnon récemment. Il y a des choses qui se travaillent là-dessus et on va y arriver. L'hôpital de Buckingham va offrir encore plus de services. Il va y avoir des cliniques ici en haut d'Uniprix, une clinique, une GMF, la Coop Santé. On va encourager ça. Au contraire, le milieu rural va être mieux desservi pour le service direct à la clientèle. Il va y avoir plus de sous pour le service de proximité. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que dans le nouveau CIS, le nouveau centre où on va gérer la paye, l'administration, faire les suivis de dossiers et où on va prendre les décisions pour bâtir des infrastructures ou des recommandations au gouvernement pour bâtir certaines infrastructures, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il y a des représentants du milieu rural à cette nouvelle structure-là. Ça, c'est le point le plus important. Et croyez-moi, moi, je vais parler haut et fort, puis ça va arriver. Il va y avoir plusieurs représentants des milieux ruraux sur cette nouvelle structure-là pour que, quand les décisions vont être prises, s'assurer que ça soit équitable entre l'urbain et le rural. Justement, tout ça, cette refonte, on va le dire comme ça, va être en vigueur quand? Alors là, on est en commission parlementaire. La semaine prochaine, je suis à Québec parce que la commission parlementaire sur la santé se poursuit. Il y a 165 articles adoptés pour ce projet de loi-là. On est rendu à l'article 3, donc ça avance tranquillement, pas vite. Mais si on voit que l'opposition bloque pour bloquer chaque article, on va faire autre chose puis on va l'adopter pour pas que ça traîne en longueur. Mais je vous dirais, dans une horizon là, du printemps 2015, là, ça devrait être en vigueur. Excellent. On fait une courte pause et on revient tout de suite après avec le député de Papineau, M. Alexandre Racah. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif Français. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de Toujours avec M. Racah pour une émission spéciale Bilan 2014 de Parole à l'élu. Et là, on reste toujours en santé. Le projet de loi de M. Barrette, il y a plusieurs milliers de personnes en Ottawa qui sont orphelins de médecins de famille, dont moi, je l'annonce publiquement. Est-ce que vous pensez que le projet de loi va justement régler ce problème-là? Absolument. Là, il y a 2 projets de loi qui sont déposés. Un projet de loi pour la structure, un autre projet de loi pour les heures travaillées des médecins. Alors, le deuxième projet de loi, c'est de faire en sorte que les médecins travaillent un peu plus, mettent un peu plus d'heures au service et qu'avec les nouveaux médecins qui sortent des cohortes présentement universitaires, il y a assez de médecins. Il va y avoir assez de médecins. Il y en a plusieurs qui s'en viennent ici dans la région de l'Outaouais. Il y a une clinique qui s'ouvre ici à Buckingham avec d'autres médecins. Il y a eu un agrandissement à Thurso. Il y a quelque chose qui va s'annoncer à Saint-André-Avelin également, annexé probablement au CLSC. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il va y avoir assez de médecins pour tout le monde. Il suffit de bien gérer ça. Et oui, je vous le dis, là, vous allez avoir un médecin de famille avant 2018, croyez-moi. Excellent, c'est noté. Mais là, vous dites justement que les médecins vont peut-être travailler un peu plus pour avoir plus de patients. C'est sorti dans les journaux que les visites seraient chronométrées. Si je me souviens bien, c'est un 8 minutes. Mais là, est-ce qu'on n'assiste pas à un 2 poids, 2 mesures? Il y a des gens qui vont trop souvent voir les médecins. Et il y a des gens qui ils ne vont pas ou ils vont seulement avec le besoin. Puis quand ils vont, ça serait peut-être plus qu'un 8 minutes. Oui, bien, il y a peut-être un peu de ça aussi. Là. Les modalités, les détails vont venir. Mais vous savez que des provinces et même des États aux États-Unis où le temps d'attente est affiché en dehors de l'hôpital. Hein, et les gens magasinent, par exemple, Apple Tree en Ontario. Il y a un site Internet et les gens peuvent savoir exactement combien de temps ils vont attendre d'une clinique à l'autre. 5 minutes, une demi-heure, et ils peuvent choisir en fonction de ça. Il y a même d'ailleurs une clinique à Gatineau, Apple Tree, qui vient d'ouvrir, qui va être annexée au site Apple Tree. Public, pas privé, gratuit, carte soleil est prise.
c'est ce qu'on va commencer à implanter au Québec, c'est de dire, regardez, là, on peut-tu mettre une saine compétition entre tout le monde, faire en sorte que les gens puissent accéder à un médecin le plus rapidement possible et mettre des cliniques un peu partout sur le territoire, mais où plusieurs médecins se regroupent ensemble et ne s'occupent pas d'administration. C'est la grosse affaire parce que les jeunes médecins aujourd'hui, ce qu'ils veulent, là, s'ils veulent faire de la médecine, ils ne veulent pas faire de comptabilité. Alors, c'est pourquoi il y a des regroupements de médecins avec des cliniques où les médecins payent un montant annuel pour ne pas s'occuper d'administration, de secrétariat, de suivi, seulement être dans le bureau. Alors, le médecin qui est dans le bureau avec son patient, qui n'a pas à s'occuper de remplir les formulaires, de remplir toute la paperasserie en lien avec le patient, parce qu'il y a une autre personne qui s'occupe de ça, bien, nécessairement, le travail va se faire plus rapidement parce qu'il n'y aura pas le côté administratif à s'occuper. Donc, en théorie, et selon les études qui s'est fait ailleurs, il y a des horaires qui vont être établis en fonction du temps approximatif que le médecin devrait passer avec un client pour s'assurer d'un bon roulement. On passe de santé en éducation. Oui. Vous avez fait une bonne nouvelle, on va le dire, une bonne nouvelle pour les étudiants de la formation professionnelle. Oui. C'était un de vos engagements électoraux. C'était quoi la nouvelle? Bien, écoutez, moi, j'étais très heureux d'annoncer la nouvelle. Effectivement, c'est un engagement électoral. J'y tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quand on parle d'investir là où ça compte, là où on va donner des services directs à la clientèle, c'est un bon exemple. C'est un investissement de 3,1 millions pour l'agrandissement du centre de formation professionnelle hôtellerie-cuisine ici à Buckingham. Il y a des jeunes qui étaient sur une liste d'attente qui ne pouvaient pas s'inscrire faute de place. Alors, on va résorber en grande partie ce problème-là avec cet agrandissement-là. Vous savez, le taux de placement de ces jeunes-là en formation professionnelle, hôtellerie-cuisine, est de 100 il y a une pénurie, là, les hôteliers, les restaurants cherchent ce genre d'étudiants-là où ils pourront travailler. Alors, effectivement, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour la région ici. Un autre engagement électoral, je reste dans le domaine de l'éducation. Le terrain synthétique, oui. pardon. Qu'en est-il du dossier? Alors, écoutez, il faut être un petit peu patient. L'enveloppe devait sortir en novembre, elle n'est pas sortie. Je n'ai pas eu de nouvelles encore pour décembre. Il y a une enveloppe de 50 millions qui a été garantie pour les infrastructures sportives. C'est reporté un petit peu plus tard. Je n'ai pas eu la date encore. Donc, il n'y a aucun projet d'infrastructure au Québec qui est annoncé, croyez-moi, il n'y en a aucun. Et lorsque le programme va ouvrir, on espère dans les prochaines semaines, que je vais aller porter le dossier moi-même à Québec et m'assurer qu'il est au-dessus de la pile. Des gens m'ont mentionné, ils ont peut-être un peu peur justement parce que la formation professionnelle a eu son enveloppe. Est-ce que ça peut jouer contre le terrain synthétique? Pas du tout. Pas du tout. C'est deux dossiers complètement différents. Excellent. Commission scolaire, la fusion semble vraiment inévitable. Il faut juste déterminer comment le tout va se procéder. Les présidents de la commission scolaire se sont réunis peut-être pour apporter leur idée, apporter une autre approche. Vous, en tant qu'ancien président de la commission scolaire, comment vous voyez tout ça là, de haut? Bien, d'un, c'est bon que les présidents de la commission scolaire se rencontrent, consultent le conseil des commissaires. Les commissaires qui ont été élus vont nous apporter leur feedback par rapport à l'ébauche qui a été proposée pour tout le Québec, mais notamment pour la région de l'Outaouais, qui est de créer une commission scolaire. Il y a des commissions scolaires qui vont nous dire non, une, c'est pas assez, ça nous en prend deux. Peut-être qu'il y a une commission scolaire ou deux qui vont nous dire non, une, c'est correct. On va attendre de recevoir le feedback de ces commissions scolaires-là avant de prendre une décision finale. Mais on va en arriver à une décision en 2015, là, dans les premiers mois de 2015. Là. Donc, vous, c'est vraiment clair, on parle vraiment d'une commission scolaire? On parle d'une boîte, une commission scolaire qui va gérer tout ce qui ne concerne pas l'école. On veut donner plus de pouvoir dans les écoles, récupérer une somme d'argent pour investir davantage dans les écoles en orthophonie, en éducateurs, éducatrices spécialisées, psychoéducation, psychologie, pour laisser un peu respirer les enseignants qui ont des classes des fois difficiles à gérer, puis toutes sortes de problématiques. Alors, ça leur prend de l'aide complémentaire. Alors, on veut s'assurer que dans la boîte administrative, ce ne soit strictement que de l'administration, transport scolaire, services de paie, ressources humaines, comptabilité. Et pour le reste, bien, que ce soit aux écoles, à prendre les bonnes décisions pour les élèves. La décision va être prise en fonction d'une seule chose, l'élève, pour faire en sorte qu'il reçoive le plus de services possible.
Vous avez une bonne relation avec le nouveau président de la commission scolaire au Oui, Cœur-des-Vallées? absolument, M. Fréchette, absolument, que je connaissais avant, alors il n'y a aucun problème. Lors de la dernière campagne électorale, M. Couillard avait dit que l'Outaouais pouvait avoir un statut particulier en éducation au même titre que la santé. Oui. C'est encore dans les Oui, cartons? on y travaille. J'ai un comité de mise en place, justement. On y travaille pour faire en sorte de prendre... On ne veut pas mettre de l'argent et, justement, perdre ces sommes-là en se disant où c'est rendu. Alors, je sais qu'en Outaouais, là, il y a un comité en place pour se mobiliser pour l'éducation. On veut s'assurer que l'argent particulier, pour le statut particulier en éducation, soit bien investi. Alors, on attend un résumé de tout ça, de tout le monde, pour que tout le monde soit sur la même page. Excellent. Il faut avoir de la patience en politique. Oui, oui, absolument. On ne règle pas ça d'une journée en du une jour journée. au lendemain, c'est ça. On s'en va en garderie maintenant, c'est officiel. Un autre sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre, là, les frais de garde, justement. Oui. D'un côté, il y en a qui sont d'accord parce qu'ils se disent les plus riches, c'est normal qu'ils payent au prorata du salaire, si je peux dire. Mais les CPE crient vraiment que ça va créer une inégalité. Vous en pensez quoi? Bien, d'abord, pour le dossier des garderies, si vous me le demandez à moi, là, je vais vous dire que je ne suis pas content de ce dossier-là. Parce qu'en campagne électorale, on avait dit qu'on indexerait au coût de la vie. Et malheureusement, on a été obligé de moduler là, selon les salaires. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça. Évidemment, le gouvernement avant nous a déposé un budget qui ne reflétait pas la réalité, où les dépenses étaient beaucoup plus élevées que ce qui nous avait présenté. Puis, je sais que cet argument-là a été invoqué à chaque changement de gouvernement. Le Parti québécois aurait été le dernier gouvernement à faire ça, parce que les libéraux ont déjà joué effectivement dans ce film-là également. Il y a un projet de loi qui a été déposé par Carlos Letao, mon collègue aux finances, qui va obliger à chaque fin de mandat, 2 mois environ avant la fin de mandat, avant une élection, une firme indépendante va venir confirmer le budget qui est déposé par le gouvernement pour venir valider les chiffres qui sont déposés pour justement arrêter, en changeant de gouvernement, que le nouveau gouvernement dise « bien, c'est à faute de l'autre parce qu'il ne nous a pas dit les vrais chiffres ». La dette était beaucoup plus élevée qu'on pensait, il fallait réajuster. Ceci étant dit, je suis capable de défendre le dossier malgré tout. Pourquoi? Parce que ça demeure un régime équilibré. 30 des parents vont continuer à payer 7,5 $ par jour. 60 des parents vont payer en bas de 9 $ par jour. La grande majorité des parents vont payer un tarif qui est raisonnable. J'ai des chiffres ici. Un revenu de 85 000 par année après déduction du fédéral, les gens vont payer 7,83 $ par jour au lieu de 7,5 $. Lorsqu'on parle du revenu, je vous coupe 2 petites secondes, c'est vraiment les deux parents ensemble. Le revenu familial, 85 000, vont payer 7,83 $. Un revenu familial de 120 000 $ par année, ça va coûter 11,62 $. Et un revenu familial de 200 000 et plus, c'est 15,66 $ par jour. On demeure, au Québec, au niveau mondial, un des meilleurs endroits au monde pour faire garder ses enfants à un coût réduit. Il va y avoir une refonte des CPE, de leur fonctionnement, si je peux dire, par votre collègue. Est-ce que cette refonte va être bientôt? Est-ce que le tout a commencé à être analysé? Bien, la plus grande réforme, je vous dirais, c'est au niveau des frais de garde. Je n'ai pas entendu parler de d'autres refontes à ce niveau-là. Sur leur fonctionnement, le budget, dans le fond, les heures travaillées, à ce qu'on me dit, le tout va être réexaminé. Alors, peut-être que c'était déjà sur les planches de réexaminer le fonctionnement, mais je vous dirais qu'à court terme, moi, je n'ai pas de nouvelles à cet effet-là. Excellent. J'en connais qui vont être heureuses d'entendre le tout. Et là, je vais vous amener procuration assistée, régime parental. Oui. Ça avait créé un tollé, très rapidement, ça avait créé un tollé. Les gens étaient montés aux barricades, si vous me permettez l'expression. Le tout, si je comprends bien, on ne touche plus au régime parental. Alors, moi, concernant la procréation assistée, là, va toujours être abordable pour les plus démunis. Les gens qui veulent y accéder, ils vont pouvoir le faire. Mais ça va être modulé, c'est selon les revenus, là. OK, excellent. Mais pour les congés, dans le fond, des parents, exemple,
j'ai un enfant, mon conjoint, on voulait Ah couper non, dans non, ces non, non, congés-là. non, ça, on ne touche pas à ça. Là. On avait dit qu'on n'irait pas dans cette ligne-là. Là. C'est encore en vigueur, Oui. c'est ça, je voulais m'assurer Oui, avec oui, vous. c'est là. encore en vigueur. Excellent. Et là, il nous reste un petit 2 minutes. Je veux savoir vos bons coups des 8 derniers mois pour le comté de Papineau. Bien, la formation professionnelle, je vous dirais que c'est d'aller chercher 3,1 millions. Il faut se lever en caucus pour vendre notre projet. Dans cette année ici, je vous dirais qu'il n'y en a pas eu 1 million de projets qui ont été octroyés au Québec. Alors, celui-là, je suis très fier de mon équipe là-dessus. Gala coup de cœur que j'ai poursuivi, j'avais commencé en 2012. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, des héros de l'ombre que je tiens à souligner. Puis je vais continuer à le faire. Il y a des gens qui appellent au bureau pour me dire « Oublie pas d'honorer, telle personne a fait un bon coup. » Je le garde, je le mets dans ma poche, puis on va s'en reparler au prochain gala coup de cœur. Il y aura d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent. Résidence Le Monarque. Résidence Le Monarque, c'est très important à Montebello. 500 000 récurrents à chaque année pour la résidence Le Monarque. Soins palliatifs, les gens en fin de vie, pour le comté de Papineau. À un moment donné, on arrive à une fin de vie, puis on veut vivre dans un endroit paisible. Je vous dis qu'il y a des gens à la résidence Le Monarque qui travaillent très, très, très fort. C'est un beau succès. On a fait l'ouverture il y a quelques temps, il y a quelques semaines. C'était très émotif comme ouverture, mais ça vaut la peine. Ces gens-là l'apprécient beaucoup, beaucoup. En 1 minute, qu'est-ce qui s'en vient pour M. Hiraka? Là, vous êtes en vacances, je pense. Là. Pas encore. La semaine prochaine, je suis à Québec en commission parlementaire. Alors, je finis le 19 décembre. Alors, on va prendre des vacances en famille. On va se reposer, faire le plein d'énergie. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis, vous me permettrez de souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous les citoyens du comté de Papineau, du magnifique comté de Papineau. On va se revoir en 2015. On va travailler ensemble. Les dossiers vont avancer. Puis, il va y avoir de belles choses qui s'en viennent pour le comté de Papineau. Excellent. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale de Parole à l'élu. Un bilan 2014 de l'année, de l'année 2014, justement, de M. Alexandre Hiraka, député au provincial pour le comté de Papineau. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne soirée.